Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha de Parashat Vayeshev dans Chelek Chafel écoutez Sichot. Et le pasuk dit la chose suivante. Alors, le pasuk Vekanu Ba'achiv, Echav, pardon, Ve'aviv Shamar et Adava. Donc, ses frères étaient jaloux et son père a gardé la chose. C'est à la suite des rêves de Yosef. Yosef a raconté ses rêves et ensuite il va chez son père. Et le pasuk nous dit donc, les frères étaient jaloux et le père a gardé ça. Le Midrash nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Levi. Natal Kulmus, Yaakov a pris une plume. Le Katav, il a écrit Be'eze Yom, ou Be'eze Shah, ou Be'eze Makom. Il a écrit quel jour, quelle heure et à quel endroit. Voilà ce qu'il écrit. Le Rabbi nous dit dans la 3, Sechion la Kavana Shat Achalom, Aleph ou Abet Shat Asipor. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit le jour et l'heure. L'heure de quoi? Le jour du rêve, l'heure du premier rêve, l'heure du deuxième rêve, l'heure du moment où ça a été raconté. En tout cas, c'est ce que le Midrash nous dit. Les Gabé Asiva Mechalet Midrash de Farjot. Pourquoi est-ce que le Midrash est obligé de dire que Yaakov a écrit la date, etc. Donc, le commentaire qu'il a fait Torah, nous dit la chose suivante. On ne peut pas parler de Shmira, regardez, c'est marqué que va vivre Shamar et Tadava. On ne peut pas parler de Shmira si ce n'est pas quelque chose qu'il a fait à l'extérieur, un geste, une action. Donc il explique que Shmira c'est quoi? C'est que il a fait quelque chose. Shmirat il a gardé ça dans sa mémoire. Donc il a dû faire, comme il fait en chez l'autre, si ça n'existe pas à l'extérieur de la personne, on ne peut pas parler de garder. Donc il a fait un geste pour le garder. Étant donné que pour garder quelque chose, on ne peut pas, c'est-à-dire garder en tête la mémoire, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment contrôler à 100%. C'est à moins qu'on fasse un signe, etc. C'est pour ça que son père donc, a pris une plume, il a écrit. Il a pris un stylo, il a écrit exactement la date pour pas se reposer 100% sur sa mémoire, parce que 100% sur la mémoire, c'est compliqué. Surtout que, on va voir un autre midrash, mais que ça a pris plus de 20 ans pour que les choses se mettent en place. Et donc, Yaakov a écrit ça. Maintenant, on nous dit qu'il a écrit. Donc pourquoi est-ce qu'il fallait écrire? Parce qu'on ne peut pas parler de Shmira si ce n'est pas quelque chose à l'extérieur de l'âme de la personne. Donc il fallait que ce soit dans la mémoire, dans un côté plus superficiel de la personne. Et pour ne pas oublier, pour vraiment le garder à 100%, il fallait qu'il fasse un geste qu'il écrit. Pourquoi est-ce qu'il a marqué quel jour, quel jour, quelle heure et quel endroit? Mais il fait on aura une autre explication. Étant donné que l'espoir qu'il avait, jusqu'au moment où le rêve se réalise, se concrétise, ce sera 22 ans. Comme l'apprend de Yosef lui-même, Yaakov lui-même l'avait compris. C'est pour ça qu'il a écrit à quel moment ça s'est passé, pour faire son calcul de 22 ans, et comme ça, il savait jusqu'à combien de temps ça va prendre. Maintenant, ça, c'est donc l'explication du fait Torah sur le Midrash. Mais d'après l'explication, il y a quand même un problème. Il y a quelque chose qu'on a besoin de comprendre. À la Pirosh Arishon, sur le premier commentaire, Zman ou Makom, le temps, l'endroit, ce sont des choses, des détails qui sont externels au rêve même. Le rêve même, c'est que les frères vont se prosterner soit avec les bottes de paille, soit avec comment ça s'appelle, avec les étoiles. Mais l'idée, c'est quoi? C'est l'essentiel du rêve, c'est que les frères vont se prosterner devant Yaakov. Donc, la première chose que Yaakov a dû écrire, c'est le concept du rêve, de quoi le rêve parlait. Première chose à faire. Le fait Pirosh Hasheni, maintenant, d'après la deuxième explication, qui est que ça allait prendre longtemps et donc il n'a pas voulu oublier, et qu'il voulait savoir, pas qu'il n'a pas voulu oublier, c'est qu'il voulait savoir maintenant, concrètement, quand est-ce qu'arrive la fin de cette histoire-là. On a un autre problème. Effectivement, il fallait écrire l'année, il fallait écrire le mois, pour savoir combien de temps il va devoir attendre que les choses se mettent en place. Quand est-ce que les 22 ans, Shana, vont se finir? De savoir exactement quel jour et quelle heure, on n'a pas vraiment besoin de savoir.
Alors que les détails, eux, qui sont importants, ils ne sont pas mentionnés dans le Midrash. C'est quoi les détails importants? Que le rêve, il a marqué dans son calendrier, disons qu'il a marqué dans son calepin, dans ses notes, voilà, tel et tel jour, telle et telle date. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, il va voir une date. Il dit, mais il faut qu'il se rappelle de quoi, à quoi elle sert la date. C'est la date de quoi? Donc, l'essentiel, c'est de marquer le rêve. Ou bas, l'effetor explique, non, mais Kol Sheken Shekatav Shana V'Chodesh. Après, le effetor, il a dit, à plus forte raison qu'il a écrit quelle année, quel mois. Donc, c'est le Midrash nous dit qu'il a écrit quel jour et quelle heure. L'effetor comprend que le Midrash n'a même pas besoin de nous dire si déjà il écrit le jour et l'heure, c'est sûr qu'il va marquer le mois et l'année. Bon, à moi, malgré tout, un Midrash Mashmitetaika. Au bout du compte, le Midrash ne mentionne pas ce qui est plus important. Et se repose sur le fait qu'on va comprendre par nous-mêmes. C'est-à-dire, ni le Midrash lui-même ne mentionne le mois et l'année, ni il mentionne encore une fois le concept et le contenu du rêve, qui sont les choses les plus importantes, mais et l'heure à quelle exactement ça s'est passé, c'est la chose la plus qui n'a aucun sens, on peut dire, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est des questions qui reviennent sur le Midrash. Quel est le sens de ce Midrash? La même chose, après, basé sur d'autres explications du Midrash, Hadoshim Bio, qu'on a besoin de comprendre. Donc, on a l'explication du fait Torah, mais il y a d'autres commentaires sur le Midrash. Le moi par exemple, Pirush Marzo, le commentaire du Marzo Marzo, c'est le Rav Zev Wolf Einhorn, qui est un Rav qui a vécu à la fin du 19e siècle, début du 19e, et qui ramène la chose suivante. Il dit Rabbi Lévi, l'homme, Rabbi Lévi apprend, que quoi? Le passage aurait dû dire Vaviv Zachar et Adavan. Son père s'est rappelé de la chose, ou il a cru que le rêve allait effectivement se faire. C'est pour ça que quand on lit Shamar et Adavar, c'est quelque chose qui s'est passé, et il a fait ça par l'intermédiaire du Shamir. Shamir, c'est comme on le sait, c'est quelque chose de très fort qui peut même graver la pierre, et donc il a écrit ça pour vraiment le marquer et l'inscrire de manière à ce que ce ne sera jamais effacé. Comme le passage dit, que la faute de Yehuda est écrite avec un stylo en fer et Betzipor Shamir, avec l'ongle du Shamir. Quoi? C'est un rêve de Nevoa. Parce que Yaakov a compris, c'est Nevoa. Et toute histoire, c'est lié avec Yehuda aussi. Donc, c'est ce passouk-là, dans le passouk qui le dit, donc le Sratat Yehuda, c'est un passouk d'Ormiaou, qui est que le Razor amène, c'est lié à l'histoire de la vente de Yosef, qui est écrite avec un shamir, c'est quelque chose de très fort qui grave la pierre. Donc, c'est un livre, un rêve de Nevoa. Hachanechta, Lechtov, le Drosh. Et donc, c'est tout à fait raisonnable, et il faut l'écrire et l'étudier, comme on le voit Adam, Noach chez l'avot, comme les voix de Adam, de Noach et de Avot. Et donc, comment comme se fait Breshit, et comme tout se fait Breshit. Le Mandama Megilot Nechteva, d'après l'opinion qui nous dit que le Sfarim, le Sefer Torah, est écrit au fur et à mesure en Megilot, c'est-à-dire à chaque fois, c'était des rouleaux qui sont ajoutés bien sûr à la fin avec Moshe Rabbeinu, Hachem a dicté tout ça à Moshe Rabbeinu. Mais la Torah, c'est qu'on peut dire, c'est bâti d'une certaine manière au fur et à mesure. Et donc, l'histoire du rêve de Yosef, c'est quelque chose qui était, voilà, il y avait son rouleau, il y avait cette histoire. Donc, bien sûr, plus tard, ça a été intégré dans Sefer Torah, mais il y avait déjà ça. D'après cette explication du Razo, on a toujours les mêmes questions qui sont avant. Chez Beka, que la chose la plus importante, c'est d'écrire de quoi le rêve parle. Et donc, on a aussi la même chose, que les choses les plus importantes, à part le Tochen, qui sont l'année et le mois, ne sont pas mentionnées. Et ce pirouge de Razon n'en parle pas. De pourquoi est-ce qu'on a mentionné le jour et l'heure, et pas le mois et l'année. Car à part ça, hein, le fait pirouchon et drashbe, après l'explication du Razon, on a un autre problème qu'on a besoin d'expliquer. En quoi est-ce que le rêve de Yosef est différent? C'est un rêve de Nevoa. Et donc, on peut l'écrire et on peut l'étudier. Et donc, la Torah nous dit que Yaakov l'a écrit. En quoi cette histoire est plus importante
Mikol Yetera Nevuot Shebesefer Bereshit. De toutes les autres histoires que les autres prophéties qu'on a dans Sefer Bereshit. V'chol Sefer Bereshit. D'ailleurs, tous Sefer Bereshit. Amuvaot Bereshit qui sont amenés dans Bereshit. C'est pas marqué quelque part qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov ont écrit certaines choses. Par exemple, je ne sais pas, Brit Ben Abetarim. C'est extrêmement important. C'est d'une certaine manière la base de toute l'idéologie qui va expliquer Galut Mitzrayim, qui va expliquer le concept de Galut et qui va parler de Géoula. Nulle part c'est marqué qu'Avraham l'a écrit pour qu'on puisse l'étudier, etc. Les brachot ve'iten lecha, je ne sais pas, on peut trouver des exemples. Pourquoi est-ce que ça, ce passage particulier, cette histoire particulière, il fallait qu'Yaakov l'écrive et la Torah nous le mentionne. Yaakov l'écrit, c'est une chose, mais que la Torah mentionne que Yaakov l'écrit. Pour comprendre l'essence du Midrash, il faut d'abord adresser une question toute simple, évidente. Étonné que Yosef savait que ses frères le haïssaient, pourquoi est-ce que Yosef allait les voir en leur racontant ses rêves? Il aurait très bien pu comprendre que c'est quelque chose qui allait réveiller encore plus de haine envers lui. Quel intérêt de les taquiner comme ça, de les énerver? En particulier, malgré le fait qu'il aura déjà raconté le premier rêve. Et ça fait en sorte, le premier rêve a fait en sorte qu'il le haïsse encore plus. Malgré tout, qu'est-ce qu'il fait? Il revient et il raconte le deuxième rêve. Ça n'a pas de sens. Alors, une des explications qu'on voit dans les Mefarshim, et alors Rabbi ramène dans la 17, il y a la Vavanel, Orachaim, le Boarier, Shadraba, au contraire. Yosef savait pertinemment que ses frères le haïssaient. Quand il a eu ce rêve, que ma botte de blé s'est levée et elle était entourée par vos bottes à vous, qui se sont prosternés à ma botte de paille, de blé. Qu'est-ce que Yosef sait? On a un principe dans la Gemara, que les rêves suivent leur interprétation, suivent la bouche. En fonction de l'interprétation du rêve. Même si l'explication est évidente, elle est claire, malgré tout, la bouche peut interpréter le rêve quand elle veut. C'est-à-dire que même si les frères savent pertinemment que le rêve veut dire qu'on va tous se prosterner devant Yosef, ils auraient pu dire quelque chose d'autre et ça se serait réalisé. Donc, c'est pour ça que Yosef est venu leur voir en disant t'as écouté le rêve que j'ai eu, pour que eux puissent expliquer et interpréter le rêve comme eux le voulaient. Qui trouve une histoire que, je ne sais pas, que Yosef va être maintenant devoir leur payer chacun de l'argent, je ne sais pas. Ils auraient pu, tant qu'ils auraient pu chacun interpréter le rêve comme ils auraient voulu, et donc mettre en place, créer le résultat qu'eux attendaient. Donc c'est pour ça que Yosef va leur voir en disant voilà le rêve que j'ai eu, voilà, et vous avez maintenant le pouvoir et la possibilité de faire ce que vous voulez de ce rêve-là. C'est eux qui ont décidé de l'interpréter de manière on va tous se prosterner devant toi. Ils auraient pu faire ce qu'ils auraient voulu. On a quand même besoin de comprendre quelque chose. Étant donné que les Shvatim ont expliqué le rêve. Est-ce que tu vas être notre roi? Est-ce que c'est toi qui vas nous contrôler? Tu vas nous dominer? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas interprété le deuxième rêve? Yosef va leur voir, va les voir. Il leur raconte le deuxième rêve avec les étoiles et le soleil, etc. Et ils disent rien. En tout cas, la Torah ne nous le dit pas. Mais de l'autre côté, par rapport à Yaakov, c'est l'opposé. Yaakov a interprété uniquement le deuxième rêve. On ne voit même pas que Yosef a raconté à son père le premier rêve. Donc il faut dire, chez la reine, effectivement. C'est pour ça que c'est pour ça qu'Yaakov a interprété le deuxième rêve. Est-ce que moi et ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi?
Parce qu'il n'y avait pas d'explication des Shvatim. Les Shvatim n'ont pas interprété ce rêve. Donc il fallait une interprétation. Parce que sans l'interprétation, il n'y a rien qui se passe. Donc Yosef va voir son père en disant, voilà, j'ai besoin d'une interprétation. Tu fais l'interprétation que tu veux. Voilà l'histoire. Et donc Yaakov explique, est-ce qu'on va venir, moi et ta mère, etc. Yosef le cacha par ça. Yaakov étant donné qu'Yaakov a exprimé ce fait en question, sous marque de question, Navo, est-ce qu'on va venir, moi et ta mère, etc. En plus que ça avait Boavi, son père lui a fait des reproches, lui a crié dessus. Pourquoi est-ce qu'il a crié sur Yosef? Pour que les autres frères ne soient pas jaloux. Qu'ils ne disent pas, ah ouais, papa pense que c'est lui qui va nous dominer. Et donc c'est pour ça qu'après ça, et ensuite de cette histoire, son père a gardé la chose, c'est-à-dire chez Natal, il a pris une plume, il a écrit quel jour, etc. C'est la continuation et l'explication du rêve. L'amitato, mais pour de vrai. Pour que la question de Yaakov, en fait, soit préservée comme une affirmation et que ça puisse se faire effectivement comme ça. Donc Yaakov l'a interprété. Yaakov voulait que l'interprétation ne soit pas biaisée par le fait qu'il a marqué sous forme de question, ni sur le fait qu'il a dit à Yosef, attention, ne raconte pas des choses pareilles. Et donc, il a gardé, il a écrit pour que l'interprétation qui est que Yosef va, que tout le monde va se prosterner à Yosef, effectivement, arrive et s'accomplisse. Le faisait et Shlomar. Donc, basé sur ça, on peut dire. C'était pas important d'écrire le rêve lui-même. Ça, on a déjà interprété le rêve. Est-ce qu'on va venir se prosterner? La raison pour laquelle Yaakov l'a écrit, c'est uniquement pour valider le fait que Yaakov avait en tête que ce rêve va effectivement se réaliser tel quel. Et pas, comme on l'a dit plus tôt, peut-être que Yaakov l'a mis sous forme de question, que peut-être en fait il questionne cette interprétation. Yaakov voulait que ce rêve se réalise de manière concrète, réelle, telle quelle, et c'est pour ça qu'il l'a écrit. Maintenant, on a toujours quelque chose qui n'est pas encore compris. Pourquoi est-ce que Yaakov a voulu écrire Dafka ces détails-là, qui sont Ezeyom, Ezeshav, Ezemakom, le jour, l'heure et l'endroit, et pas le mois ni l'année. En quoi c'est important? On a compris qu'il fallait qu'il écrive pour que ça puisse se réaliser, que l'interprétation soit bien claire, évidente, etc. Mais alors pourquoi Dafka ces détails? Je vais m'arrêter ce bayard. Donc l'explication est la suivante. Mais d'abord, il faut expliquer quelque chose qui va être important, qui va être le fondement et la base de ce qui va suivre dans la sire. On a un principe. Le Ramban le ramène dans la Torah, dans son commentaire sur la Torah, qui est les actions des pères, l'Avot, Avraham, Isaac, Yaakov, sont un signe pour les enfants. Et ça veut dire quoi? C'est plus qu'un signe, c'est quelque chose qui va mettre en place, qui va donner la force, mais qui va mettre en place tout ce qui va se passer avec les enfants. Et ça, Ben Israël, le Meshachadorot chez les enfants, c'est-à-dire Am Israël, à travers toutes les générations. Et tout ça, tout ce qui va se passer à l'histoire du peuple juif, à travers les générations, se passe par l'intermédiaire des actions qui se sont faites avec les Avot, Avraham et Yaakov. Le lien qui existe entre les actions des parents et les actions des enfants est le même, ressemble au lien qui existe entre un père et un fils ici sur Terre. Dans cette relation père-enfant, père-fils, il y a 3 degrés ou 3 étapes. Aleph, premièrement. Il y a, étape numéro 1, l'existence de cet enfant alors qu'il est encore dans le cerveau du père. C'est-à-dire avant la conception, avant la naissance. Les enfants avant qu'ils soient nés, alors qu'ils sont encore dans le cerveau du père. Puisque c'est du cerveau du père que va venir ensuite cette graine, cette semence qui va être transférée et créer une conception, etc. Sham, à ce niveau-là, l'existence du fils n'existe pas de manière révélée.
À plus forte raison qu'il n'y a pas de division en parties du corps, les membres du corps. À ce moment-là, il y a une seule existence qui existe. Cet enfant-là ne fait partie que du cerveau du père. C'est tout, c'est juste le cerveau du père. Ça, c'est étape numéro 1. Étape numéro 2. Il y a le moment où cette existence d'un enfant sort du cerveau du père et devient un enfant, une existence indépendante. Avec les 248 parties du corps, 365 nerfs, etc. C'est vrai que l'existence d'un enfant, à la base, vient du cerveau du père. Parce que même les ongles des doigts et des pieds viennent à la base de cette goutte de semence qui est le début de la conception d'un enfant. Mais arrive le moment où cet enfant est né, cet enfant maintenant vit, c'est un enfant qui a sa vie à lui personnellement et individuellement. Il n'est pas rattaché avec un cordon ombilique à son père de tout le temps, il a sa vie à lui. Ça, c'est une autre étape. Maintenant, il y a une étape entre les deux. Donc, on a étape numéro 1, ou degré numéro 1, qui est l'enfant avant même qu'il y ait conception, alors qu'il est encore dans le cerveau du père. On a ensuite qu'à la fin, la dernière étape, qui est l'existence d'un enfant de manière indépendante. Et ensuite, on a le degré intermédiaire, qui est l'étape qui se trouve entre ce degré où le fils est encore dans le cerveau du père, et l'étape où cet enfant devient une existence de par lui-même, un être vivant, indépendant de par lui-même. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est le moment de la grossesse, quand l'enfant se trouve en fabrication, si on peut dire, dans le ventre de sa mère. Alors, là, il commence à devenir une existence indépendante. C'est-à-dire, les parties du corps, les membres du corps commencent à se diviser. Et cet enfant-là commence à se développer étape par étape. Au début, il commence avec une cellule qui va devenir 2, 4, 8, etc. Dépasser une cellule qui vient du père. Et donc, étape par étape, cet enfant se met en place. Jusqu'à qui descend de niveau en niveau, cette goutte qui est à la base une goutte, si on peut dire, cérébrale, se transforme, arrive à être quelque chose aussi bas que les ongles des pieds. Mais tout ça, c'est toujours cette même tipa du père, du cerveau du père, qui maintenant commence à prendre forme et ça devient des bras, des pieds, le cœur, l'estomac, les doigts de pied, etc., etc. Et donc, même après, pendant toute la vie de cet enfant-là, le fils est lié avec le cerveau du père. C'est sa source, c'est son DNA, c'est son ADN, c'est ce qu'il est. Comme le Moazaken le dit dans le Tanya, même par rapport aux ongles du fils, que qu'est-ce qui fait en sorte que les ongles puissent continuer à vivre, à pousser chez cet enfant? C'est le cerveau de l'enfant. Le cerveau de l'enfant, le cerveau de l'enfant, sa base, c'est quoi? C'est cette goutte qui a sa provenance, dans le cerveau du père. Donc le lien existe toujours. Mais maintenant, ce lien a créé quelque chose de nouveau qui a son existence indépendante. Donc on a, ce que le rabbi nous explique, 3 étapes. Le Hav, première, quand l'enfant est chez le père. Dernière étape, l'enfant a sa vie indépendante. Et l'étape du milieu, l'intermédiaire, qui est le moment de la grossesse où l'enfant se développe, cette cellule se développe et on passe de une chose qui est la goutte tipa du père, qui devient maintenant un enfant indépendant. Mais l'écart, donc de la même manière, il y a le même lien qu'il y a entre les avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et leur avoda, et l'avoda qui va se faire par le peuple juif à travers les générations à Israël. Puis, là, au début, il y a l'étape où les enfants sont inclus dans leur père.
Hacha'en, Kohen Avot, Ela Shlosha. Les Avot, c'est qui? C'est les trois, uniquement trois. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chauffeur de Yaakov, mais un chauffeur d'Adam Arishon. Et le visage, la beauté de Yaakov ressemble à la beauté d'Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il y avait dans Abraham, Adam Arishon? Au collège, quand Adam Arishon incluait en lui, contenait en lui toutes les Neshamot. Mais Yaakov, la même chose par rapport au clan d'Israël. Mitzad Dargazou, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de différence entre les enfants au niveau de leur avoda. Tout est la même chose. Akol chelek min haklal. Tout fait partie du klal, masé avot. Donc, quand on parle d'Abraham, Abraham, c'est, disons, le chesed, c'est ce qu'il donne. Maintenant, le chesed peut se faire de manières différentes. À travers les générations, il y a tout un tas de choses. Mais au niveau d'Abraham, c'est chesed pur. Il n'y a pas de division entre quel, quand, qui, comment, quoi, etc. Yitzhak nous donne le côté gvoura. C'est la même chose. Gvoura, ça peut s'exprimer de milliers de manières différentes. Mais là, on est dans le klal. On est dans les avot. Donc ça, c'est Maaseh Avot. Ensuite, il y a la période où les enfants ont leur existence propre. Klomar, c'est-à-dire c'est le travail du peuple juif à travers toutes les générations. Et qui a commencé par la galoute puis la Géoula de Mitzrayim. Et pendant toute l'histoire du monde, qui est donc les 6000 ans du monde, il y a des manières différentes et des chemins différents dans l'Avodat Hashem. Le Morazaken, par exemple, il dit dans Tanya, les générations des Tanaïm d'Amorem, c'était l'Orient, c'était la Torah, génération de nos jours, c'est la Tfila, etc., etc. Il y a des périodes différentes, chacun avec sa Voda, et bien sûr, chaque personne a sa Voda. On rentre dans les pratiques, on rentre dans les détails de toutes ces choses et de tous les gens qui vont faire ce qu'ils vont faire. Yesh, là, il y a une étape au milieu. Donc, on a d'un côté les Avot qui contiennent tout Klal Israël. Ensuite, on a Klal Israël de manière réalisée et actualisée. Et il y a qu'une étape au milieu. Qui va être le lien entre les Avot, Maaseh Avot, et les enfants et leur Avoda. Zot, et ça, ce lien-là, cette époque-là, cette période-là entre les deux, cette période de transition, c'est la période des Shvatim, la génération des Shvatim. C'est vrai que c'est vrai que les Shvatim, d'un côté, on a 12 manières différentes de servir Hachem. Oui, quand on étudie la Chassidut, on a que Reuven, c'est la dia de Reya, Shimon, c'est Shmiya, un c'est Ava, un c'est Ira, etc. Il y a 12 tribus, 12 portails, 12 chemins dans la Vodat Hashem, et chacun suit son chemin à lui. Étant donné que leur madriga et dans leur avoda, ça existe, c'est Kayemet Polat Yaakov. Il y a dans ça les actions de Yaakov. C'est Yaakov qui est là pour eux, qui les guide. Donc on est dans la période entre les deux. D'un côté, il y a l'action de Yaakov. L'action de Yaakov, c'est la continuité, la fin, mais la continuité de Maaseh Avot. Donc on est comme le cerveau du père, si on peut dire, qui s'introduit maintenant, qui va se développer dans les 9 mois. Là, on est dans la période où on commence la gestation, et ensuite, qui vont se diviser en 12 différentes parties. Rabbi dit dans la Ra 42 quelque chose d'intéressant. La Ir, juste pour noter, les divisions entre les Shvatim, les noms qui ont été donnés aux Shvatim, c'est les noms qui vont exprimer l'avoda de chacun, comme je dis tout à l'heure. Reuven, c'est l'aide de Reya, Ava. Shimon, c'est Shmiya. Donc chaque nom, Yehuda, c'est Odaya, Levi, Leveya, etc. Chaque nom a son point. Donc, et c'est passé par les Maot. Donc, c'est encore plus Geshmak, on peut dire le lien avec le Machal qu'on a donné. Pourquoi? Parce que, comme on a dit plus tôt, parce que qui va faire la division? Qui va se faire cette période de transition entre la goutte du père, si on peut dire, l'enfant qui va être né? C'est la mère. Les Shvatim, c'est les mères qui les ont mis en place. C'est elles qui ont bien sûr donné naissance, elles qui ont donné les noms, etc., etc. Donc, c'est les mères qui ont tout transformé.
Zéro Achidush de Parashat Vayeshev. Et ça, c'est le Chidush de Parashat Vayeshev. Les Parashot Akodmot Batorah, les parashot qui sont avant dans la Torah. Chel Parashat Lech Lecha, à partir de Lech Lecha, on parle d'Avot, on parle d'Avot. Kol HaPratim Shel Masavot, tous les détails de Masavot. החידוש פרשת וישב, c'est quoi le חידוש de פרשת וישב? שמתחיל הסיפור אודות השבטים פעולתם. On commence l'histoire des shvatim et leurs actions et leur travail. כפי שהם בפני עצמם, de par eux-mêmes. Pas Avot, Maaseh, Avot, Siman les Banim, et donc tout ce qui s'est passé avec Abraham, ça inclut aussi la vie des enfants. Non, maintenant il y a cette génération-là, cette nouvelle génération, la génération de Shvatim, commence à voir leur vie, leur histoire, etc. On est toujours avant Matan Torah, on est toujours avant Am Israël, mais c'est cette période de transition, cette période de gestation, pendant cette période de gestation qui est représentée par les Shvatim. Et donc, c'est pour ça que le concept de la paracha, le message de cette paracha-là, est le début de la Reda vers Galut Mitzrayim. Et c'est ce qui va mettre ça en place. Comme Chazal nous dit sur le Pasuk, ils l'ont envoyé littéralement depuis la vallée de Hebron. Ça veut dire quoi? Et par le conseil profond de ce tzaddik-là, qui est enterré à Abraham. C'est-à-dire, Abraham, pourquoi est-ce que il est passé, ils l'ont envoyé Yosef vers Hebron? Tout ça, ça vient d'Abraham. C'était quoi? Bril ben Ametarim. Techtiv, Yadot, Teda, tu vas savoir. Kigar Yaezaracha. Hachem a dit à Abraham, tes enfants vont être des étrangers, ils vont être en galoute. Au plus Rashi nous dit sur ce passage-là. Ça, c'est le début de la descente de Am Israël vers l'Égypte. Et donc, car par ça, Matrila à Parasha Kolasa, c'est ça que la Parasha commence. Que fait Shemfarash Rashi, comme Rashi nous explique, et les Tolot Yaakov Yosef, voilà les descendants de Yaakov Yosef. Et les Tolot Yaakov, voilà c'est quoi les descendants de Yaakov, et les Shuvehem et Gilgulehem, c'est là où ils ont habité, là, et tout ce qui s'est passé, tous les événements, jusqu'à qu'on arrive à cette première Siba, ce premier événement qui va tout déclencher. Yosef ben Sheva Yisrael Shalom. Yosef a 17 ans. C'est par ça que tout ce qui avait été mis en place par Abraham, les Avot, qui dit que les enfants vont atterrir en Mitzrayim, et bien maintenant ça se fait. Pas juste dans la vie de Abraham, mais dans la réalité vécue, l'expérience vécue de cette génération de Shvatim. Et tout ça, ça se met en place. Donc c'est les Maaseh Avot, mais les maintenant Maaseh Avot qui sont vécus par un être autres à l'extérieur qui sont Yosef, les Shvatim, etc. Pourquoi? Parce que l'avoda essentielle des enfants, c'est lié à la galoute et gulat Mitzrayim. Et là, on est encore dans Maaseh Avot, si on peut dire, mais pas Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Shvatim, qui sont eux le début direct des enfants qui vont vivre leur vie à travers la galoute et la Géoula. שהגלות מצרים, parce que גלות מצרים, כוללת כל שאר המלכויות והגלות, ça inclut en elle toutes les autres royaumes et pays, et les autres גלויות. גאולת מצרים היא השורש כוללת את כל הגאולות, et la גאולה de מצרים, c'est la source, et ça inclut en elle toute la גאולה. Donc en fait, l'histoire de Mitzrayim, c'est l'histoire du peuple juif à travers tous les exils et toutes les délivrances. Et donc, qu'est-ce qui sort de là? שפרשת וישב מופיע מעבר בין מעשה אבות לבין מעשה בנים. פרשת וישב, c'est la transition entre מעשה אבות et מעשה בנים. שעבודת הבנים יש שתי תקופות בעבודות. גלות et l'avodat des enfants, ça se passe de deux manières. Il y a le côté גלות et le côté גאולה. זהו הסבר לכך, donc c'est l'explication. שהפרשה מתחילה בחלומות יוסף. Pourquoi la parasha commence avec les rêves de Yosef? המשמעות הפנימית, le sens profond. C'est pas juste la leçon qu'il va avoir un rêve et que Yosef, c'est lui le roi en Égypte et que tout le monde va se transformer, va se prosterner devant lui. C'est pas très important, si on peut dire. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est la nevoa, de manière générale, le Brit Ben Avetarim. C'est-à-dire Galut et Géoula chez l'Israël. L'histoire du peuple juif est en train de se réaliser. Pas juste l'histoire d'Avot comme Avraham a été prévenu, pas juste l'histoire de Yosef et des Shvatim, mais l'histoire de Am Israël se met en place.
Comme d'ailleurs, on a dans 52 étoiles, le Midrash Rabbah, et le Midrash nous dit la chose suivante. Pendant cette paracha-là, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Shvatim ayu asukim b'chedar shel Yosef. Les Shvatim étaient occupés avec la vente de Yosef. Yosef Ayasuk, Yosef avait son histoire, bien sûr, avec laquelle il était occupé. Rouven Ayasuk, Rouven était occupé avec ça. Yaakov Ayasuk, Yaakov était occupé avec ça. Yuda Ayasuk, Yuda avait toute l'histoire où il s'est marié, etc., avec ses enfants. Akadosh Baruch Hu, Hayasek, Boré Orosh Melech HaMashiach. Hachem, dans toute cette histoire, en fait, tout ça, c'est quoi? C'est la préparation de l'Avdi Mashiach. Donc on comprend que tous les événements pardon, de cette histoire-là, c'est pas juste que Yosef va, ou du compte Yosef va aboutir en Égypte, et donc par ça et avec ça, les Shvatim et donc en Israël. Non, on parle de toute l'histoire du peuple juif jusqu'à l'avenue du Mashiach. Hachem est en train de préparer l'avenue du Mashiach dans cette paracha. Donc on est vraiment dans une transition importante, qui est la transition vers l'avenue du Mashiach. On revient dans le texte. Le reste, les autres choses qui sont dans la paracha. C'est quoi le but le message, le but de ça? Qui est en fait le fait que on va maintenant mettre en place Brit Abalam et Tarim. Et tout ça, tout ça, on ne voit pas clairement dans les actions, dans les mots de Yaakov et des Shvatim. Cette histoire, parce que l'histoire d'Am Israël, c'est quoi? C'est Brit Abalam et Tarim, si on peut dire, c'est voilà ce qui va se passer. Dans toute cette histoire, il n'y a pas nécessairement un lien à ça, où on voit effectivement tous ces événements qui vont se mettre en place. Il est au chez Yosef, apprend dans les rêves de Yosef, chez des voix qui sont une prophétie, qu'on a vu plus tôt. On voit qu'effectivement, il y a cette histoire de Maaseh Abanim. Et quelque chose qui dépasse même l'entendement, et on voit vraiment, quand on regarde cette histoire-là, que c'est l'histoire du peuple juif qui se met en place. Et basé sur ça, on peut maintenant comprendre cette histoire de ses frères étaient jaloux et leur père a regardé la chose. Tous les shvatim, c'est les shvatim d'Hachem. On va donc comprendre chez Sinatam, Kinatam, Klapé Yosef, la haine qu'ils avaient, la jalousie qu'ils avaient par rapport à Yosef. C'est pas juste comme nous on comprend la jalousie, la haine, au sens le plus littéral, le plus bas du terme. Chaz v'shalom, chaz v'shalom. En plus, quand on regarde les mots, qu'est-ce qu'on voit? Après l'histoire des rêves, qu'est-ce qui est marqué? Ses frères étaient jaloux. Le mot de jalousie, on l'a plus haut. Dans quel contexte? Rachel était jalouse de sa sœur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'avec Rachel était? Qui était jalouse de ses bonnes actions. Rachel nous explique. Pourquoi? Parce que si Rachel se disait que si Léa n'était pas une tzadékette, elle n'aurait pas eu tous ses enfants. Donc c'était une jalousie de quoi? Des mitzvot de l'autre. Rabbi nous dit dans Ra 56, c'est comme cette jalousie qu'il pourrait y avoir entre Talmidei Chachamim qui augmente la Chokhmah. Donc c'est pas juste qu'ils étaient jaloux. Chacun était jaloux de la volée de l'autre. Eux, ils ont vu dans ça une leçon que Yosef a une mala qu'ils n'ont pas. Et là, donc c'était clairement leur sina, leur kina, c'était quoi? Avodat Hashem, des bonnes actions. Maintenant qu'on arrive à quelque chose de nouveau dans Israël. Alors qu'avant, il y avait chaque génération avait sa avodah. Avraham, Chesed. Yitzhak, Pura. Yaakov, Tiferet. Tout d'un coup, on passe à quelque chose où on a maintenant, on n'est pas encore à 600 000 manières différentes de servir Hashem, mais on est à 12. On arrive à quelque chose de différent. Mitzad Gavra, au niveau des gens, c'est-à-dire, après les avot, il y a eu des différents niveaux et des différentes manières de faire Avodat Hashem. Et bien sûr, au niveau de la période et du concept d'Avodah, parce que maintenant que le peuple juif descend d'Égypte,
On a maintenant la mise en place et l'actualisation de Brit Ben Abetarim. Maintenant, le travail de Galout et de Goula commence. Donc, on est maintenant une nouvelle époque, nouvelle manière de servir Hachem. Il n'y a plus un chemin, maintenant il y en a 12. Et maintenant, ça devient du sérieux. C'est-à-dire qu'on est maintenant en train d'accomplir le but de la création du monde, qui est d'abord la Galout, puis ensuite la Géoula. Et ça commence maintenant, ça commence avec cette génération, la génération de Yosef. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois, juste pour développer un peu cette idée, on est maintenant dans la Galoute. Dans la Galoute, il y a chacun sa manière de faire les choses différentes. Donc, les deux vont ensemble. Oui, c'est-à-dire que maintenant, on est dans une période où on a besoin de gens qui vont être dans le côté Ava, on a besoin de gens qui vont du côté Ira, on a besoin de gens qui vont faire ci, on a besoin de gens qui vont étudier la Torah, on a besoin de gens qui vont faire Meftsaïm, on a besoin de gens qui vont les travailler, les Ganaz Taka. On a besoin de ces 12 manières différentes de servir Hachem. Ah, à ce moment-là, maintenant, ces différentes manières de faire les choses, on commence à les ressentir. Plus une vision. Et tzel kol echad, chez chacun des 12 frères, des 12 shvatim, udgasha ma'ala shel hadereg avoda miyuchedet shelo. Chacun ressent, bien sûr, sa manière et la mala de ce qu'eux ont offert. Et la reine donc, quand maintenant on révèle par l'intermédiaire du rêve de Yosef, une leçon d'en haut, c'est par rapport à l'avoda de Yosef. Que c'est Dafka par la manière de Yosef va faire les choses à travers la galoute. C'est ça qui va amener la Géoula. Qu'est-ce qui se passe? Les frères sont jaloux. Nous aussi, on voudrait avoir le sroud de pouvoir être ceux qui vont faire venir la Géoula. Alors nous, on a un travail important. Mais on veut avoir le mérite de pas juste avoir un travail important derrière. On veut être la personne qui va mettre ça en place. Donc, c'est-à-dire que chacun, pour prendre l'exemple d'une armée, par exemple. Oui, dans l'armée, il y a des gens qui vont mettre de l'essence dans les tanks. Il y a des gens qui vont conduire les camions d'essence. Il y a des gens qui vont faire le ménage. Il y a des gens qui vont faire la cuisine. Il y a des gens qui vont, je ne sais pas, tailler les uniformes, etc., 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 dans la maintenance, dans tout un tas de choses. Et il y avoir le héros qui va se débarrasser de l'ennemi. Tout le monde aurait bien voulu être ce héros-là. Il n'y a pas de gloire, si on peut dire, à être la personne qui va nourrir le soldat. C'est important, c'est essentiel. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien qui se passe. Mais le soldat qui était censé, qui avait tué l'ennemi, bah, il ne pourrait pas faire son travail s'il n'avait pas mangé. Mais, donc, chacun a sa place, chacun a son rôle dans cette armée, si on peut dire. Mais les frères maintenant sont jaloux. Nous aussi, on aurait bien voulu être la personne qui va être le Makeba Patish, qui va vraiment faire aboutir l'avenir du Mashiach. Donc, pourquoi ils sont jaloux? C'est parce que la Kavanah d'Hachem dans la galoute et dans le monde, etc., va être accomplie, réalisée d'Afka par la Voda de Yosef. Alors que leur chemin, eux, c'est aussi un chemin vrai dans la Voda d'Hachem. Et pour reprendre des choses qui sont expliquées dans la Chassidut, dans le Sichot du Rabbi, entre autres, c'était quoi la Voda de Yosef par rapport aux Shvatim? Les Shvatim étaient tous des bergers. Et on sait ce qu'il nous a expliqué. Pourquoi, c'est quoi la malade des bergers? Les bergers sont un peu détachés du monde. Ils sont occupés, ils n'ont pas vraiment trop besoin de s'impliquer. Ils sont sur une montagne. Les troupeaux, plus ou moins, se gardent. Il faut faire attention, mais ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup de présence d'esprit. Yosef, c'est quelqu'un qui va venir pour la première fois, un juif qui va s'impliquer dans la politique, dans l'économie, dans la gestion d'un pays. C'est quelque chose de complètement différent. Et des fois, on explique dans la Chassidut et dans d'autres que c'est pour ça que les frères voulaient se débarrasser de Yosef. Ils ont vu en Yosef un danger pour la continuité du judaïsme. C'est ce que certains penseurs juifs appelleraient maintenant le juif moderne, qui n'a plus à choisir entre, disons, la vie dans le ghetto, dans le shtetl ou dans le melach, ou bien être intégré à la société et pouvoir aller dans, je sais pas, dans l'université ou travailler ou autre chose, parce que pendant longtemps, c'était l'un ou l'autre, les deux n'étaient pas compatibles. Le juif moderne, si on peut dire, c'est la personne qui va travailler, qui fait des études et qui va travailler, mais qui est avec une barbe entière et un chapeau et qui fait Shabbat et qui est un juif religieux à 100%.
Et ça, c'est Yosef. Et c'est ces gens-là qui vont faire dire à Tartanim, pour de vrai. Et donc ça, c'est Yosef qui va faire ce travail-là. Donc la Torah continue, dit la chose suivante. Leur père a gardé la chose. C'est pas marqué que le père a gardé le rêve de Yosef. Et la chose. Chez Yaakov, qui est Av comme le père, pour lui, il ne regardait pas le fait qu'il y a des chemins différents. Un travail particulier va être fait par tel et tel chevet. Alors qu'un autre chevet va faire une autre avoda. Avoda et karet shemet al yidi Yosef. Et le travail principal va être fait par l'intermédiaire de Yosef. Non. Shamar est d'abord pour lui la garder la chose, c'est-à-dire pour lui, qu'est-ce qui est important? La chose même, le ratzon Hashem. Et mitbate kimin shet shemesh li. C'est comme le soleil, si on peut dire, par rapport à Yosef. Il y a une seule chose. C'est-à-dire, par rapport à Yaakov, il y avait une seule chose qui est importante. Qu'est-ce qui est important pour Yaakov? Que la volonté d'Hachem soit accomplie. Que Hachem puisse accomplir ce rêve-là, ce désir, d'avoir une dira de résider ici dans les mondes bas. La reine donc. Ce qui est important, ce n'est pas la personne, c'est le travail qui va être fait. Et ce n'est pas une personne, ce sera l'autre. Et deuxièmement, chaque partie du travail ne fait que partie, c'est important et ça exprime l'idée générale, l'idée globale. Oui. Pour revenir à l'exemple que j'ai donné de l'armée tout à l'heure, oui, le général, je sais pas, le premier ministre, ce qui est important pour lui, c'est qu'on gagne la bataille ou la guerre contre les ennemis. Pour ça, on a besoin d'intendance, on a besoin de nourrir, on a besoin d'essence, on a besoin de ci, on a besoin de ci et de ça. Mais tout ça, ça fait partie d'une seule kavala, se débarrasser de l'ennemi. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Par rapport à Yaakov, qui est le père du peuple juif, si on peut dire, il est encore dans la génération d'Avod, c'est-à-dire qu'il est encore dans cette Avoda Klalit. Il y a une seule chose qui compte, qui est le Ratzon Hashem. Et donc, c'est ça qu'il a gardé. Yaakov gardait tout ça ensemble. Il ne regardait pas cette division ou cette séparation, moi je fais ci, toi tu fais ça, etc. Lui, il avait ce regard global et qui contenait tout ça. C'était important d'avoir le regard de Yaakov. Le regard global qui allait continuer à ramasser, à fédérer ces 12 manières différentes d'agir ou ces 12 chemins différents. C'est sur ça qu'il va la chidouche de Rabbi Levi. On peut comprendre maintenant le chidouche de Rabbi Levi. Yaakov, qui nous dit que quoi? Yaakov a pris un stylo, a pris une plume, il a écrit. Car comme Yaakov, qu'est-ce que Yaakov a accompli par ça? C'est que pour lui, sa vision à lui, dans la génération de Maaseh c'est important pour lui de regarder tout ça, qui est pas 12 manières différentes de faire les choses, dans le sens où chacun se dit, ouais, c'est moi, c'est chacun tire dans sa direction. Il voulait, lui, faire en sorte qu'il y a une certaine union, unité dans les actions. Que tout le monde se sente faire partie d'une seule équipe, même si chacun a un rôle différent. Et c'est pour ça qu'il a écrit. Comme si on peut dire quelqu'un qui va écrire sa vision, qui va écrire la vision des choses, comme le Rabbi le fait ici maintenant, qui est n'oublions pas l'essentiel. Il ne s'agit pas de savoir qui va tirer dans quel sens. Est-ce que c'est Rouven qui est plus important? Est-ce que c'est Yehuda qui est plus important? Est-ce que c'est Issachar? Est-ce que c'est Zevulun? Est-ce que c'est Asher? Yaakov nous donne cette vision-là en disant n'oublions pas la vision, n'oublions pas pourquoi on fait ce qu'on fait. Et pour ça, il a écrit sur papier, parchemin, cette vision qu'il a la sienne. On est tous là, on fait tous partie de la même équipe. C'est pour ça que le Midrash nous dit qu'il a écrit quel jour, quelle heure et quel endroit. Yaakov a pu réunir, établir que toutes ces différences-là se retrouvent dans un point principal. Un point dans l'espace, un point temps. C'est-à-dire, c'est ce point-là
qui contient toutes les madrigotes, toutes les manières différentes de faire les choses, dans tous les endroits du monde. C'est-à-dire que Yaakov a partagé, a écrit ce moment de temps et ce moment d'espace. Il a dit, Chèvre, n'oublions pas, on vient tous du même endroit et on vient tous du même moment. On a tous une seule chose à faire. Quel que soit l'endroit où vous allez vous retrouver, il y a un seul endroit, l'endroit d'Avodat Hashem. Il y a une seule période, quel jour on se trouve. C'est pas important, est-ce qu'on va être au 1er siècle, au 10e siècle, au 20e siècle, au 21e siècle. Il y a un Zman qui existe, c'est le Zman de faire Avodat Hashem. Donc, ce que Yaakov a fait, c'est qu'il a su, encore une fois, capturer, encapsuler ce concept d'unité à travers les divisions qui vont se mettre en place. C'est pour ça que ce n'est pas marqué qu'il a écrit l'année et le mois. Yom Vesha'a, le jour et l'année. La chaîne habituelle Bota Asha, comme on dit souvent, Bota Asha, au même moment. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Chazal nous dit Bota Asha au même moment? Et Rega Kach, c'est un Rega, c'est un moment, qui est une des kodas de temps. C'est parce que Yaakov voulait justement représenter, exprimer, partager et faire entrer dans la tête des enfants, il y a une seule chose. Même si on apparaît être différent, on a des chemins différents dans la vie, dans le travail d'Hachem, en fait, on est une seule chose. Et ça, pour l'Azou, pas ce que Yaakov a fait. Inculquer cette unité, écrire l'unité, c'est-à-dire donner une permanence à cette unité-là. Les enfants ont cette capacité à travers les générations, nous, 3000 ans plus tard, à travers le monde, à travers des manières différentes de faire notre travail d'Hachem, d'avoir, peut-être de manière inconsciente, mais d'avoir un certain sens que nous faisons tous le même travail. Ce regard des Havot, ce regard d'unité, on l'a encore. Donc, de là, il y a les deux choses dont on a parlé plus tôt. Premièrement, Aleph. C'est pas tellement important la personne qui va faire le travail. Ce qui est important, c'est le travail lui-même. C'est la volonté d'Hachem. Deuxièmement, et que chaque détail a sa place. C'est pas quelqu'un quelque chose de plus important et l'autre non. On a tous notre place, notre rôle à jouer dans cette idée de dire ce sera à ce moment-là où effectivement on arrive à cette unité-là, revenir vers l'unité, le moment où Hachem sera le roi sur la terre, ce jour-là, Hachem Echad, Hachem ne fera qu'un, et son nom sera un. Et donc, c'est que, chez Pasuk, que le fait que ses frères étaient jaloux de lui et le père a gardé la chose, c'est lié au Admor Zaken et Yutet Kislev. Étant donné que tout ce qui est lié au Rebbeim, c'est certainement très exact. Et justement, il faut dire, cette idée-là, que son père a gardé la chose, en ce qui concerne l'Admor Zaken, ça inclut le chidouj dont on a parlé ici, que le père a aussi gardé, a pris un stylo, une plume pour l'écrire. C'est-à-dire, il y a cette histoire qui est racontée que les autres rebbeim étaient jaloux d'Admor Zaken, les autres tzadikim, les élèves du Maggid. Et on s'est servi de ce passouk-là par rapport à ça, par rapport à Admor Zaken. Donc, si le Maggid, on peut dire Shamar et Tadavar, ça inclut on raconte ça et on fait le lien avec le passouk, donc certainement ça va avec le Midrash aussi, qui est que Yaakov a su créer et partager cette unité, cette union. Voilà l'explication. Il y a deux on sait. Que chez le Baal Shem Tov et le Maggid, qui sont les pères de la Chassidut, la Chassidut était de manière générale, globale, comme Maaseh Avot. donc, le Baal Shem Tov et le Maggid, le Baal Shem Tov et le Maggid, dans l'ordre des Sphirot, correspondent aux Sphirot de Keter, Atik et Arich. L'Admor HaZaken Chidesh, l'Admor HaZaken était Mechadesh, par l'intermédiaire de la Chassidut Chabad,
était Tlapshut Torah Chassidut Basaga Bavana Sechlit, que maintenant, ces concepts-là de Torah Chassidut, on peut maintenant les saisir et les comprendre avec notre cerveau. Chez Mitzad, et par le fait que maintenant ça s'habille d'une manière raisonnée, logique pour une personne. Maintenant, on a déjà des manières différentes de servir Hachem. Le fait d'être chassid, d'après la chassidut. À chaque fois, l'avoda est kenyan b'fnei, maintenant chaque avoda est différente. C'est-à-dire, s'il y a une avoda de Kabbalatol, comme si on peut dire dans la chassidut, ce qu'on appelle le poil chassidut, c'est la chassidut chagat. Okay? Ensuite, il y a des différences à ce niveau-là, mais par rapport au chassid. Le chassid a son rabbi. Et le rabbi demande une certaine chose. Il faut accepter. Et donc, on est plus ou moins tous à la même auberge. Ah, il y a des gens qui sont de nature plus joyeuse, il y a des gens qui sont de nature plus intellectuelle et cérébrale. Très bien, mais mon rabbi me demande certaines choses et voilà ce qu'on fait. À partir du moment où on rentre dans quelque chose de pnémieux, c'est-à-dire il faut comprendre. Ce qu'on te demande, c'est de comprendre. C'est pas juste d'accepter, mais de comprendre. Parce que là, on comprend tous de manière différente. Chacun a son approche, chacun a sa manière différente d'approche. Et donc maintenant, on rentre dans un monde où chacun a sa place. Et donc, on va voir dans, si on peut dire, chez les Chassidei Chabad, il y en a qui sont partis en shlichut, il y en a qui ne vont pas partir en shlichut. Et parmi les shluchim, il y en a qui sont rochei shivot, il y en a qui sont mashpim. Parmi les shluchim, il y en a qui font plus dans les miftaim, il y en a qui sont plus dans les shurim, il y en a qui ont construit des mosdot extraordinaires, il y en a qui ont construit des gens extraordinaires, mais qui n'ont jamais construit quoi que ce soit. Chacun sa voda, chacun a sa manière de comprendre les choses. Donc on est maintenant dans un niveau pardon, où l'individu, ou pas l'individu, le service individuel prend une place. Il est là. Mais comme on va le voir, n'oublions pas que oui, chacun a sa manière de faire les choses. Oui, il y a des shluchim qui chacun a sa manière de faire les choses. Et peut-être il y a le shliach de, je ne sais pas, de tel et tel quartier qui est peut-être un peu frustré du shliach du quartier juste à côté. Mais n'oublions pas qu'on fait tous le travail pour la même chose. C'est pas important qui, quoi, quand. Ce qui est important, c'est qu'on puisse travailler tous de manière cohérente pour Hachem. Donc, et ça, c'est quelque chose qui se passe, Tafka, qui pourrait être un problème, si on peut dire, par rapport à Chassidut Chabad. Mais la révélation de la Chassidut Chabad par l'Admorazaken, ça n'a pas amené une descente dans la Chassidut. Maintenant qu'on le comprend, ça l'a rabaissé. Par rapport à ce qui était avant, le Baal Shem Tov, le Magid, qui était une lumière générale. La Chassidut Nimshach, c'est cette même Chassidut-là, cette même révélation d'Hachem, qui maintenant a pu être saisie par des outils intellectuels. Zéo, d'ailleurs, on va faire la 73, le Teramizu, encore plus que ça. Ça a amené un degré de perfection, ça a complété la Torah du Baal Shem Tov. Qui a l'idée parce que maintenant que on puisse le saisir, le comprendre, c'est l'essence même de Pnimut Torah. Quand c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, ça reste un peu au-delà de nous. Ça ne fait pas partie de nous-mêmes. Mais quand on arrive à comprendre, ça fait partie de moi-même. Donc la chassidut est maintenant quelque chose qui est acquis. Et l'essence même de la chassidut, ce n'est pas quelque chose qui est un peu flou et qu'on ne comprend pas trop, mais qu'on accepte. C'est quelque chose qu'on sait, qu'on maîtrise, c'est lumineux. Quand on comprend un concept, c'est lumineux. Donc c'est l'essence même qu'on arrive à comprendre. C'est ça le sens de ce qu'on parle de Yafut Sumanater Chachutza, que révéler les sources à l'extérieur. C'est quelque chose qui a commencé principalement après Yutat Kislev. Shamayan Atzmo, que la source même, l'eau qui est pas juste l'eau qui va découler de ça, mais la source même, la source même va se retrouver à l'extérieur. C'est-à-dire, l'etzem de la chassidut va se retrouver à l'extérieur, pas juste chez le rabbi, si on peut dire, chez le Baal Shem Tov et le Magid, mais c'est quelque chose que maintenant chaque individu a accès. Et on parle aussi de chutza de la personne même. Pas juste ma pnimut hanefesh, ma neshama comprend. Oui, ma neshama comprend, c'est super. Mais le reste de mon corps, il ne suit pas le programme.
Non, même le reste de mon corps maintenant suit le programme, parce que maintenant j'ai à l'intérieur de moi toutes ces parties différentes. En n'oubliant pas la tête. Maintenant, comme dans un corps, il faut faire en sorte que toutes les parties du corps soient coordonnées. Parce que si Dieu préserve, on a la main droite qui va dans une direction, la main gauche qui va dans une autre direction, le pied droit qui veut partir, faire devant, aller avancer, le pied gauche qui veut reculer, on est coincé. Maintenant, pour pouvoir créer justement ce lien qui existe entre le Mayan Atzmo, qui est la source même, qui est cette lumière générale de la Chassidut, et le Mayan qui va se retrouver à l'extérieur, qui est moi ici en train de donner un show dans une sikha du Ravi. Il a fallu que le Maguid fasse quelque chose de particulier. Vaviv, Shamar et Adaba, comme Domel Yaakov, comme la même manière que Yaakov. Quand il fallait créer ce lien-là entre les générations d'avant, les Avot, et les générations d'après, Yaakov a dû faire quelque chose, il a dû l'écrire. Le Maguid a dû faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour la Zoé Maaso chez le Maguid, effectivement, le Maguid a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant que le Maguid quitte ce monde-là, il a pris la main du Almour Azaken. Il a dit Yotet Kislev, Yom Ha'ilula Shalom. Yotet Kislev est notre Yom Tov. C'est notre jour de célébration. Avant que le Maguid quitte ce monde, maintenant qu'on va commencer la génération d'après, qui est la révélation de la Chassidut, un niveau où maintenant l'extérieur, la division, si on peut dire, commence à faire son travail. Et de la Pshut, donc maintenant la Chassidut va être transmise de manière à ce qu'elle puisse être accessible et comprise. Enfin, je ne sais pas, moment pour vraiment l'incorporer. Le Maguid a dit Al-Moazaken, c'est moi là. Et par ça, ça crée ce lien. Quand il a dit que c'est notre Yom Tov, il y a eu un lien entre le Maguid et l'Al-Moazaken. Au-delà du lien de Rav et de Tamid, ça crée un lien particulier qui est le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Et ça peut permettre qu'on se connecte à la source même, comme c'était chez la Vola Chassidus, c'est-à-dire le Baal Shem Tov et le Magid, avec les Mayonot qui sont à l'extérieur. Donc, comme Yaakov, si on peut dire, qui est que Yaakov a voulu, était Shama et Adabar, et c'est lui qui a gardé cette idée d'union et qui a été le trait d'union entre les Avot et les enfants, le Magid et l'Admorazaken a créé, mis en place ce trait d'union. Donc, l'Admorazaken, le Magid, c'était comme Yaakov, qui a créé ce trait d'union. Et pour pouvoir transmettre la chassidut du Baal Shem Tov et du Maguid vers les générations d'après, où chacun va développer son derrière, chacun va, et même nous-mêmes, où on va maintenant créer notre relation, mais en étant toujours en même temps connecté avec la source.